Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 19 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La touche finale a été apportée cet après-midi au cours central du Vélodrome de Gourdeliane. La terre battue est fin prête pour accueillir l'équipe de France de tennis. Une pétition vient d'être lancée pour sauvegarder l'île des Carrettes. Fragilisé par la surfréquentation, le site est appelé à disparaître. Dress Indies est une nouvelle plateforme communautaire de prêt-à-porter. Deux Guadeloupéennes sont à l'origine de ce concept, découverte. Le journal Aurélie Rose. La fameuse brique pilée qui donne la couleur rouge au terrain de tennis en terre battue a été mise en place cet après-midi au Vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault. Le court central qui accueillera le premier tour de la Coupe Davis est donc opérationnel pour que les joueurs de l'équipe de France puissent s'entraîner la semaine prochaine. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Transformer le Vélodrome Amédée Détro en court de tennis, c'est le pari fou engagé pour la Guadeloupe. Après plusieurs semaines de travaux, le court central du premier tour de la Coupe Davis est sorti de terre. On a eu des petits soucis météorologiques hier, on a été obligé de bâcher le court pour le protéger de la pluie parce que c'est indissociable avec le calcaire. Donc ce matin on était un peu à la bourre et on a réalisé les opérations qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a fait les nivelages, on a fait 3 nivelages afin de rattraper les niveaux de ce futur court. Et là on vient de mettre la première application de briques pilées. On va cylindrer derrière et on aura 2 autres à la suite, ce qui veut dire qu'on aura mis 3 fois du rouge, c'est-à-dire que ça représente à peu près une quarantaine de brouettes, c'est assez conséquent, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette glissance et puis surtout contre la réverbération au niveau du jeu. Et le premier joueur, en l'occurrence Joe, arrive mardi soir, donc il tapera la balle que mercredi, donc il va pouvoir se reposer un petit peu ce beau cours. Amené au rouge, dans le jargon du tennis, c'est l'étape réalisée aujourd'hui sur le court central. Une étape longue et délicate qui finalise le plus gros œuvre de ce chantier inédit. Après avoir passé les 3 couches, puis passé le rouleau pour compacter la terre battue, Bruno et son équipe bâcheront le court pour la nuit. Les dernières touches seront apportées ce week-end. Elles concluront ainsi la confection de ce court fabriqué de toutes pièces pour la Coupe Davis. Un mot de santé à présent avec le dernier point épidémiologique concernant le Zika en Guadeloupe. Au 17 février, 25 cas ont été biologiquement confirmés. Parmi eux, 2 femmes enceintes et une forme neurologique sont recensées. Le nombre de cas cliniquement évocateurs augmente progressivement dans notre département. Et puis à Saint-Martin, 7 cas ont été biologiquement confirmés, dont une femme enceinte. Nous vous en parlions hier, les éleveurs de bovins étaient mobilisés autour de la prime à la vache allaitante. Certains d'entre eux n'ont pas reçu cette aide européenne pour l'année 2015. Eh bien, il semble qu'ils aient obtenu gain de cause, puisqu'aujourd'hui la préfecture de Guadeloupe nous informe que les services nationaux vont procéder au versement de cette aide pour les éleveurs ayant déposé tardivement leur dossier. Ils percevront 80% de l'aide totale au cours de la semaine prochaine. Ouvrons à présent notre page environnement avec tout d'abord cette matinée de sensibilisation aux abîmes, des ateliers pour informer sur les initiatives en matière d'environnement dans le but d'améliorer nos espaces de vie. Le reportage de Muriel Barlagne. Inciter la population à avoir les bons gestes vis-à-vis de l'environnement, tel était le but de cette matinée de sensibilisation organisée par le service rénovation urbaine de la ville des Abîmes. Des stands ont été installés sur la place Frédéric Jalton pour aborder les différents aspects de cette problématique. Qui n'a pas été tenté un jour de jeter une canette, de jeter une boîte en carton, de jeter un détritus sans mesurer véritablement l'impact de ces actes. Puisqu'aujourd'hui, si on parle de respect de l'environnement, si on parle de sensibilisation, c'est que quelque part nos actes peuvent emmener des répercussions pour les générations futures. Aujourd'hui, la ville des Abîmes veut simplement faire quoi? Sensibiliser l'ensemble de la population aux gestes citoyens, de prendre ses responsabilités parce que mes déchets peuvent concerner mes amis, ma famille, mon environnement, puisque quand on parle de lutte antivectorielle, quand on parle de leptospirose, c'est que quelque part il y a eu un développement, il y a eu un manque de respect de la procédure qui est aujourd'hui une procédure simple, respecter son environnement, respecter sa population. Georges Bernard est formateur responsable d'animation au CIVAD,
Son thème de prédilection, le cycle de vie des déchets. Ce matin, il est venu rappeler que nous sommes de gros consommateurs et producteurs de déchets. Chaque habitant en produirait un peu plus d'1 kilo par mois. Pour lui, les Guadeloupéens gagneraient à mieux connaître les filières de valorisation de ces détritus. Nous tous, nous consommons au quotidien, mais c'est vrai que nous laissons des déchets autour de nous. Donc le but, c'est pouvoir qualifier les déchets, reconnaître qu'est-ce qu'un déchet, comment est composée la poubelle, et en troisième temps, comment on peut arriver à valoriser ces déchets divers qu'on a en Guadeloupe. Sylviane est une adepte de la propreté. C'est donc tout naturellement qu'elle est venue sur ces stands. Je nettoie, je ne regarde pas que ça appartient à la ville, je le fais parce que je pense que c'est un endroit que je vis, c'est où j'habite. Effectivement, on doit laisser son environnement propre. Adopter un comportement respectueux de l'environnement, c'est aussi éviter la prolifération de nuisibles, vecteurs de maladies, comme les rats et les moustiques. Des messages qu'on n'a jamais assez répétés. Environnement toujours avec un lieu qui risque fortement de disparaître dans un futur proche. L'île Les Carrettes, située dans le grand cul-de-sac marin, voit sa surface se réduire de plus en plus. Un Guadeloupéen vient de lancer une pétition pour sauvegarder le lieu. De leur côté, les spécialistes ne sont guère optimistes pour la pérennité du lieu. Le reportage de Julien De Kuyper et de Quentin Van der Stichelen. Marvin a toujours habité en Guadeloupe. Soucieux de la santé précaire de l'île Carrette, il espère conscientiser la population sur la probable disparition de cet atout touristique. Éventuellement, l'érosion de l'île se fait encore plus accélérée qu'elle était. Donc c'est pour ça qu'actuellement on demande des actions nécessaires et immédiates, parce qu'on ne peut pas laisser un îlet pareil partir dans un délabrement pareil. Alors en fait, on a fixé un chiffre de 10 000 signatures. Et c'est pour avoir un chiffre assez conséquent quand même, parce qu'on sait que déjà même avec les 700 signatures qu'il y a eu en 24 heures, puis les 1500 en à peine 3 jours, ça a réveillé beaucoup d'esprits. Beaucoup de gens nous ont contactés, nous ont dit que comment se fait-il que personne n'a réagi par rapport à Carrette, comment on peut laisser faire. Et à ce moment-là, donc, c'est là qu'on voit quand même que la pétition a un but, c'est de réveiller les élus, réveiller les personnes qui sont compétentes à ce sujet. L'addition de plusieurs causes est à l'origine de cette disparition annoncée. L'élévation du niveau de la mer, l'afflux touristique, en passant par l'érosion. Pour Marie-Laure, qui était l'une des premières à organiser des excursions sur cet îlet, l'heure est grave. Il y a 4 mois, il restait 8 cocotiers. Aujourd'hui, il n'en reste que 3. Je pense que dans un mois, il ne restera plus rien. Donc ce n'est plus un îlet, c'est une bande de sable. Ne faisons pas croire aux Guadeloupéens que la Guadeloupe est une destination touristique, que nous devons nous investir dans le tourisme si on est incapable de protéger et de mettre en avant justement tout ce qui fait nos atouts. La question est de savoir, est-ce qu'on arrête l'activité touristique dans un pays où il y a 37% de chômage, dans un pays où on nous dit que notre avenir va passer par le tourisme? Ça me laisse un petit peu perplexe. Même si l'on nuance la rapidité de submersion de l'îlot, le son de cloche est le même à l'Institut de conservation du littoral. Aujourd'hui, par la perte de vitalité du récif corallien d'une part et par l'élévation du niveau marin d'autre part, c'est clair que c'est un îlet qui est en voie de submersion. Donc rien que sur 6 ans, on voit la transformation de l'îlet. Il bouge, c'est un îlet de sable qui est posé sur un banc de toute façon, et en fonction des courants, des tempêtes, des prélèvements de sable qui ont pu avoir lieu également, puisqu'il y a eu du prélèvement de sable dans ces secteurs-là, l'îlet évolue, il bouge, il se remodèle, etc. Il n'est pas impossible que l'îlet réussisse à consolider sa formation pendant quelques temps. Mais il ne va pas suivre longtemps, puisqu'il n'y a pas de réserve de sable tout autour, en tout cas pas suffisamment pour créer une zone d'accrétion importante. Donc c'est extrêmement difficile à estimer. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec un pêcheur qui me disait dans 5 ans il aura disparu. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être, s'il y a un gros cyclone, ça peut être l'année prochaine. L'îlet est donc condamné à long terme. Même la plupart des touristes en sont conscients. Donc quand est-ce que vous êtes venu la dernière fois sur l'îlot ? Il y a 9 ans. Il y a 9 ans, ouais. Et ça a changé depuis 9 ans ? Ah oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même une forêt. Une forêt de cocotiers et beaucoup de carbets à cœur de l'île. Ce qu'on voit là, en fait, c'était le cœur de l'île. Les carbets écroulés, c'était le cœur de l'île. Enfin, ils ont été construits après. Mais moi, ce que j'ai connu, c'était une île qui s'étendait sur presque un demi-hectare, quoi. Et vous savez que cette île est menacée, il va disparaître ? Oui, notre capitaine nous a expliqué ça tout à l'heure, que le sable s'étalait et qu'au bout d'un moment il disparaîtrait. Super.
Et vous savez que l'îlet sera peut-être amené à disparaître bientôt? Ah bon? Non, je sais pas. À cause de la montée des eaux et de l'afflux touristique. Ah d'accord. Ah, ça je n'étais pas au courant. Et ça vous effraie un peu? Bah c'est dommage quoi, que plus personne puisse profiter de ce site. L'éveil des consciences est réel. Mais ce joyau de la Guadeloupe ne sera malheureusement plus bientôt. L'information est tombée il y a quelques jours. La centrale géothermique de Bouillante va bientôt passer sous contrôle américain. Le groupe Ormat Technologies, leader mondial du secteur, est sur le point de racheter 85% du capital de la société, jusqu'ici détenu par des fonds publics. But de cette opération, relancer l'usine qui fournit 4% de l'électricité en Guadeloupe et dont l'activité est déficitaire. Mais on se demande surtout si elle va améliorer les besoins en électricité de l'archipel qui sont grandissants. L'éclairage de Jacques Damprobe. Bouillante, ses plages, ses eaux chaudes et sa centrale géothermique. Une centrale unique en France, c'est la seule à produire de l'électricité à partir de la géothermie à très haute température et dont les premiers forages datent des années 60. Un titre honorifique puisque l'activité n'est pas rentable. Conséquence, les deux actionnaires, les mines et EDF, sont sur le point de céder 85% de leur part à l'américain Ormat Technologies, leader mondial du secteur. Cette ouverture de capital va apporter deux choses. D'une part, le professionnalisme du premier au niveau mondial dans le domaine de la géothermie. C'est quand même, je pense, un honneur de voir que le premier s'intéresse à nous. Et ensuite, des capacités financières qui, pour des raisons diverses, nous manquaient pour pouvoir asseoir des projets de développement qui sont indispensables à ce site, qui est sorti d'une période difficile, mais qui reste un site porteur de beaucoup de progrès. Cette redistribution des cartes devrait se traduire par de nouveaux investissements, aussi bien pour la ressource en eau que pour les installations. De quoi améliorer la production et la distribution électrique. Aujourd'hui, nous sommes en effet à hauteur de 4% de production par rapport aux besoins de l'île. À l'horizon 2023, qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, telle que ça a été défini, je pense que nous devrions pouvoir tendre vers 45 MW installés et donc du même coup représenter sans doute autour de 15% des besoins de l'île, 15 à 20% peut-être si tout va bien. Situé au-dessus d'une faille, le site profite du passage des eaux de pluie. Nous sommes sur le site principal, le site où nous produisons l'énergie. Nous avons d'un côté B1 qui produit environ 5 MW, qui date de 86, donc c'est la vieille unité. Nous avons à droite ici B2, qui est une turbine plus récente, qui date de 2005 et qui produit actuellement plus de 10 MW. Énergie renouvelable par excellence, la géothermie n'est pas en cause dans la dégradation du climat. Pour autant, les nuisances de la centrale lui ont valu une suspension d'activité il y a 6 ans. La pollution, c'est en premier lieu la pollution sonore, ce sont les émissions sonores que nous traquons régulièrement. Nous avons fait des efforts d'investissement importants. Je pense qu'ils ont été reconnus, il y en a encore à faire et ils seront faits. L'autre élément, c'est les émissions d'H2S. Et donc, nous avons mis en place une unité, d'ailleurs, qui est derrière vous, qui est une unité d'oxydation de l'H2S. Et cette unité est encore une unité qui doit être mise au point, mais qui, d'ores et déjà, abat une quantité significative de cet H2S, qui n'est pas réellement une pollution, car nous sommes en dessous de tout seuil de nature à poser problème. Mais comme vous le savez, l'H2S a une odeur qui n'est pas très agréable. À l'horizon 2030, après l'optimisation de Bouillante 1 et Bouillante 2, une nouvelle unité pourrait voir le jour. La centrale géothermique fournirait 30% de l'énergie électrique de l'archipel. L'horizon s'éclaircirait alors. Et demain, nous évoquerons les retombées de la centrale géothermique de Bouillante dont le maire réclame le versement d'une redevance. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous revenons notamment ce soir sur cette visite historique du pape au Mexique. Voici la Minute Caraïbe. Après une visite historique qui aura duré 5 jours, le pape François a quitté le Mexique mercredi. Un séjour qui s'est terminé par une messe transfrontalière inédite devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, au cours de laquelle il a dénoncé la tragédie humaine des migrations forcées. Devant plus de 300 000 fidèles, le chef de l'église catholique a ensuite célébré une dernière messe qui était également retransmise dans un stade d'El Paso au Texas où plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient pris place.
Le souverain pontife a effectué au Mexique un voyage jalonné d'étapes symboliques autour des thèmes de la violence, de la pauvreté des indigènes et des migrants actuellement au cœur des problématiques du pays. François a plaidé pour un Mexique pacifié, sans trafiquants de la mort et sans émigration. Il a appelé les Mexicains à ne pas se résigner face à la violence, à agir et à oser rêver, tout en pressant les responsables politiques à apporter une sécurité effective. Peu avant de monter dans l'avion le ramenant à Rome, le pape a évoqué les visages des enfants mexicains croisés au cours de son périple et a déclaré avoir failli pleurer de voir tant d'espoir dans une nation qui a autant souffert. Une visite historique en chasse une autre à Cuba. Après le pape, c'est le président américain Barack Obama qui se rendra avec son épouse Michelle les 21 et 22 mars prochains à Cuba. Une visite à la portée historique qui illustre le rapprochement entre les deux anciens pays ennemis après un demi-siècle de tension. Ce déplacement fera de Barack Obama le premier président des États-Unis à fouler le sol cubain depuis 1928. L'annonce de cette visite a suscité des réactions diverses chez les migrants cubains des États-Unis. Si les émigrés politiques des débuts de la Révolution restent farouchement opposés à tout rapprochement avec la Havane, les immigrés plus récents ont conservé de solides attaches dans l'île et ont accueilli beaucoup plus favorablement l'annonce du dégel américano-cubain. Quand on embête Yemi et Claudia Ray, deux sœurs mannequins de Colombie, il faut s'attendre à de terribles représailles. C'est ce qu'a pu constater à ses dépens Carolina Munoz, torturée par les sœurs La Terreur. Les deux sœurs, top modèles colombiennes, ont décidé de se venger de leur consoeur qui a eu la mauvaise idée de publier sur les réseaux sociaux des photos des deux sœurs et avant leurs nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Outrés par ces publications, Yemi et Claudia ont donc choisi de se venger. Les Sisters Terreur ont donc imaginé un plan machiavélique pour faire passer l'envie de se moquer d'elle. La victime a été mordue, torturée, ses cheveux ont été rasés, ses vêtements découpés et elle a été électrocutée plusieurs fois. Jugeant qu'elle n'était pas encore suffisamment vengée, les sœurs tortionnaires ont également volé le téléphone portable de la jeune femme et ont inondé Twitter de ses photos totalement nues. Abandonné très mal en point et totalement chauve dans une ruelle, l'infortuné mannequin a porté plainte. Yemi a été arrêtée par la police, mais sa sœur Claudia est en fuite et un mandat d'arrêt a été lancé contre elle. Une histoire franchement moche, digne d'une telenovela. Retour en Guadeloupe avec cette idée qui va ravir toutes celles qui aiment renouveler leur garde-robe. Deux jeunes Guadeloupéennes viennent de lancer en ligne une plateforme de prêt-à-porter dédiée aux îles de la Caraïbe. Cela s'appelle Dress Indies. Muriel Barlagne nous présente ce vide dressing en ligne. Les Antilles ont leur vide dressing en ligne depuis octobre 2015. Dressindies.com est une plateforme communautaire qui met en relation vendeurs et acheteurs d'articles de mode pour les femmes et les enfants. N'importe quelle femme peut y proposer des produits issus de son dressing. Une idée de Julie et de Leslie, deux jeunes Guadeloupéennes férues de shopping. C'est tout bête, c'est parti d'une conversation au téléphone avec Leslie, qui est ma collaboratrice avec qui je travaille, avec qui j'ai fait le site. Elle habite à Paris. Et un jour, on était au téléphone et je lui dis Leslie, j'ai vraiment beaucoup de vêtements et je sais pas quoi en faire. Est-ce que tu veux pas que je te les ramène à Paris pour que tu les vendes sur un site parce qu'il y a aussi des sites en métropole qui font la même chose. Mais en fait, ils ne proposent pas de le faire depuis les Antilles. Donc du coup, moi, je me retrouvais coincée avec mes articles et je savais pas trop quoi faire. Mais elle me dit, mais attends, mais pourquoi tu veux faire ça, allons faire notre site. Et voilà, au départ, c'était une petite blague et finalement, on s'est pris au sérieux et on s'est lancé. Vêtements, sacs, chaussures, peu ou jamais portés peuvent donc avoir une seconde vie à petit prix. Il suffit de créer un profil gratuitement sur le site. C'est très très simple. Alors la première étape, c'est bien sûr de créer un compte. Ensuite de prendre les articles qu'on veut vendre en photo. Donc l'idéal pour vendre le plus rapidement et que l'article soit bien mis en avant, c'est de prendre les photos sur soi, donc en mode selfie comme toutes les filles savent faire. Mettez les vêtements sur vous, faites un selfie. Ensuite vous postez l'article sur le site. Donc il faut décrire l'article, donc le nommer, donner le prix, donner des détails comme la taille, la couleur, la matière, s'il est neuf, avec ou sans étiquette. Il y a plein de petits paramètres à remplir, juste une page. Et donc voilà. C'est au moment de la vente qu'une commission de 10% et 99 centimes de frais de gestion sont prélevés par l'entreprise. Les frais d'envoi des articles sont à la charge du vendeur. Il faut donc y penser au moment de fixer son prix.
Aujourd'hui, la communauté compte 99 vendeurs et 366 clients originaires de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, mais aussi la métropole. 242 produits sont en vente. Un mot de cinéma avec le coup d'envoi ce soir de la 22e édition du Festival régional et international du cinéma de Guadeloupe, le FEMI. Pendant une semaine, coup de projecteur sur des productions antillaises, guyanaises, mais aussi sur des productions chinoises, puisque l'Empire du Milieu est mis à l'honneur cette année. 60 films en tout vont concourir afin d'obtenir un prix. En parallèle, se déroulera à partir de demain le marché international du film et de la télévision caribéen. Avant de vous quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin. En Guadeloupe, le soleil devrait réussir à s'imposer malgré quelques nuages. Les températures matinales afficheront entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Vous retrouverez ensuite votre émission hebdomadaire Télescopie. Jean-Luc Icard reçoit ce soir Patrice Abdallah, secrétaire départemental SGP FO Police. Jean-Luc Icard que vous retrouverez également demain à partir de 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous retrouverai avec grand plaisir dès lundi. Très bonne soirée et très bon week-end sur Alizé.